Ça se voit que je réfléchis différemment, que j'ai des idées qui sont différentes. Je me suis fait harceler beaucoup. Vraiment, le tiers-temps est nécessaire. Je me concentre plus sur le fait de rester concentré que sur le travail lui-même. Ils sont là, mais on ne les voit pas toujours. Les troubles du neurodéveloppement, les TND, font partie de ces réalités invisibles. Ils touchent l'apprentissage, le quotidien, l'enseignement, bref, toute la vie à l'université. Pour mieux comprendre ces troubles, l'université Claude Bernard Lyon 1 donne la parole aux personnes étudiantes, enseignantes et expertes, ceux qui sont au cœur du sujet. Vous écoutez Podcast 10, la série qui éclaire les troubles 10 et l'ensemble des TND à l'université. Dans cet épisode, nous rencontrons Alexandre, étudiant en première année de licence en biosciences. Alexandre se définit comme différent. Harcelé en primaire et au collège, il nous raconte comment il gère aujourd'hui sa vie d'étudiant. Quelle méthode il a développée pour favoriser sa concentration et sa réussite malgré son trouble de l'attention et sa dysgraphie. Mes spécificités, la première qu'on m'a diagnostiquée, c'était une dysgraphie, dysgraphie impulsive pour être précis. Et le principal impact, c'était surtout sur le scolaire, parce que pendant mes 5 premières années d'école / collège, je n'ai absolument aucune trace écrite. C'est-à-dire que j'étais noté 0, non noté, absolument de partout. J'étais pas capable de rendre une copie viable en termes d'écriture, lisible. Mon deuxième trouble principal, c'est le trouble de l'attention, sans hyperactivité. Et il a été diagnostiqué un peu plus tard, même si ça reste quand même assez tôt, c'est-à-dire vers mon CM1, CM2. Et principalement, je n'ai même pas vraiment idée des symptômes, parce que moi je le vis de première main. Mais principalement, ce que ça fait, c'est que ça m'arrive souvent de passer 2 heures chez moi à me dire « Ah, bon, bah voilà, j'ai telle chose à faire, j'ai tel contrôle pour bientôt, il faut que je révise, il faut que je commence à faire mon exercice. » Et mon cerveau, il me dit « Est-ce que ça vaut vraiment le coup de le faire ? Est-ce que ceci, est-ce que cela ?» Et juste, au moment de passer à l'acte, ma main ne bouge pas. J'arrive pas à faire le dernier pas pour commencer à faire le mouvement qui commencerait l'exercice. Une fois que c'est parti, c'est parti. Mais c'est très compliqué à commencer. J'ai jamais eu une vie sociale très très bonne, en tout cas avant le lycée, donc ça a pris du temps. Et quand on m'a dit directement, en gros, la première chose qu'on m'a dit, c'est que j'étais un enfant très fainéant, parce que du coup, je ne rendais absolument aucune copie et que le peu que j'écrivais était illisible. Ensuite, on m'a dit que j'étais un enfant à problème, parce que du coup, apparemment, je devais être assez différent de façon plutôt visible. Donc, je me suis fait harceler beaucoup, très violemment. J'ai l'impression que le statut, entre parenthèses, social des enfants dans les différents établissements, c'est souvent relié quand même aux notes. C'est-à-dire que quand j'étais petit, donc on va dire jusqu'au CM2, juste avant mon collège, mon statut était vraiment négatif parce que j'avais un 0, j'étais violent envers toute personne portant atteinte à mon physique, même juste ceux qui me retenaient. Souvent ça m'arrivait de juste avoir plusieurs intervenants qui venaient me ceinturer, etc. S'ils se prenaient des frappes au passage, ça arrivait souvent. Ils se plaignaient beaucoup, je finissais encore une fois chez la directrice, immanquablement. Mais voilà, j'ai l'impression que quoi que je fasse, même si j'étais vraiment calme, mais toujours dans mon coin, et ben les gens, déjà après aussi la maturité, en soi, c'est pas forcément moi qui ai évolué, c'est plus les autres autour de moi. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours eu le même comportement, jusque même encore aujourd'hui, à toujours être un peu dans mon coin, à prendre mon temps, etc., à faire mes trucs, et essayer de minimiser mes interactions avec les autres, parce que c'est là où je dis des choses qui sont problématiques, où j'arrive pas à avoir la bonne coche sociale. Je sens ces sortes de dissonance comme ça entre moi et les autres. Donc j'essaie juste de minimiser les interactions, ou juste des trucs un peu contrôlés. Comme ça, moi, je fais le moins de bourdes, le moins de dissonance, et le mieux je me porte. Donc jusque-là, jusqu'au début, etc., j'avais pas vraiment conscience, moi, de ma différence. Du coup, j'allais plutôt beaucoup vers les autres. Et puis je me faisais rejeter et rejeter et rejeter. Donc rejeter
c'est pas différent. C'est différent d'être tout seul, de rester seul que d'être rejeté. Parce que quand on est rejeté, dans l'esprit des gens, c'est vraiment ah ah, il a essayé, les gens lui ont dit non, donc c'est-à-dire qu'il est tout seul, définitivement. Donc on peut aller le harceler. C'est pas vraiment problématique puisqu'il y a personne qui l'aime et du coup on se mettra personne à dos si on fait ça. À part lui, mais bon. Plus tard, au collège, c'était un peu différent. Parce que les gens commencent un peu à travailler, les gens commencent un peu à être absorbés dans leur truc. Donc j'ai eu beaucoup, même en vrai, même plus dans le même CM1, CM2. Parce que j'étais déjà plus grand déjà, physiquement et même mentalement. Et les gens, en général, vont plus facilement agresser des gens plus petits qu'eux, plus faibles, qui ont l'air moins sensibles. Et moi, quand j'avais 6 ans, j'étais vraiment un petit sensible au fond de la classe. J'étais une cible très facile. Mais comme j'ai grandi là-dedans déjà dans mes 3-4 premières années d'école, bah, je me suis très rapidement endurci, j'ai très rapidement pris mes marques. Et puis j'étais devenu un peu intimidant, quoi. J'étais en CM2, j'étais un des plus grands de la cour. Bon bah voilà, les gens ils arrêtaient d'un peu de m'embêter. Ça arrivait toujours, hein, des gens de mon âge qui venaient, etc. Quand ils étaient plusieurs et j'étais seul, à un moment donné, ils ont quand même le courage de venir, enfin le courage, la stupidité, on va dire, de venir m'aborder. Après, au collège, c'est un peu redescendu. Parce que là où dans mon école primaire était plutôt bien, mais le collège était plutôt difficile, plutôt malfamé, on dirait. Donc le pic de violence a remonté, même mes notes aussi. Donc mon statut social au sein de la classe, donc avec les gens de la classe, j'avais des bonnes relations, puisque moi j'avais beaucoup de facilité. Donc les exercices, tout ça, c'est quelque chose que je savais par cœur. Et dès que quelqu'un avait un problème, ça arrivait qu'il venait me poser des questions ou me demander de l'aide. Ça arrivait. Donc socialement, ça allait beaucoup mieux. Mais le problème du collège, c'est que les gens, il y a ceux qui du coup étaient un peu violents, donc qui aimaient un peu harceler, et qui après sont devenus beaucoup plus calmes et qui ont un peu pris les études. Et après, il y a ceux qui n'ont absolument pas pris le coup et qui sont devenus encore plus violents. Un plutôt bon lycée en soi, qui était plutôt bien. Il y a vraiment eu beaucoup moins cette idée de j'étais toujours aussi différent, mais je pouvais me permettre, il n'y avait plus vraiment de répercussions physiques. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus vraiment de baston à la récré ou ce genre de choses. C'était plus vraiment quelque chose qui se faisait. Et puis, voilà, les gens acceptaient beaucoup mieux quoi que ce soit, parce que déjà j'étais en général, et on m'a dit que les gens qui avaient plutôt abandonné leurs études pour se tourner sur autre chose étaient plutôt partis en professionnel, etc. Donc en général, dans le général, les gens étaient vraiment quasiment plus violents. C'était des gens qui travaillaient, quoi, qui faisaient leur truc. Alors mon entrée à l'université a été pas l'entrée en elle-même difficile, mais même jusque-là en soi, la prise de cours, puis le travail requis, c'est quelque chose de très très compliqué, parce que déjà je prends mes notes toujours à l'écrit, malgré ma dysgraphie, parce que pour une raison qui m'est inconnue, je suis incapable de me concentrer sur l'ordinateur, peut-être en rapport avec mon trouble d'attention, mais je suis incapable de me concentrer sur ce que j'écris à l'ordinateur, ni de le relire. C'est impossible, je peux écrire, mais pas lire ni me concentrer dessus. Donc je suis obligé de venir avec un papier et un stylo. Sur ce papier et ce stylo, j'ai du mal à écrire, j'ai beaucoup de mal, j'écris mal quand je dois écrire vite, et le problème c'est que la prise de notes c'est plutôt rapide en général. Et après ça, en plus, pour reprendre mes notes et pour retravailler, c'est quelque chose dont j'ai perdu l'habitude, parce que j'avais des plutôt bonnes facilités au collège. En primaire, je faisais absolument rien, au collège j'avais des bonnes facilités. Et là j'arrive au lycée, j'ai un peu plus de mal, mais ça passe toujours. Mais là, à la fac, il y a une vraie réadaptation à faire, parce qu'on n'a plus vraiment les cours. Parce que jusque-là, les profs, ils me donnaient juste les photocopies, et puis j'avais pas vraiment besoin d'apprendre, puisque je connaissais déjà un peu, j'avais écouté en cours, et les connaissances en cours me suffisaient uniquement pour avoir une bonne note. Mais là, le problème de la fac, c'est qu'il y a beaucoup plus de complexité, etc. Et c'est pas des choses qu'on peut comme ça avoir du premier coup. Du coup, il faut revoir ses cours, il faut réapprendre, et c'est quelque chose que je suis quasiment incapable de faire. Donc je me force, je reprends, mais très difficile. La première chose, c'est de avoir le diaporama en double, donc sur mon téléphone, parce que j'ai pas de PC, devant moi, pendant que le prof parle. Donc j'écoute au maximum ce qu'il dit, et dès que je me fais un peu distancer, parce que j'ai le temps de prendre des belles notes, etc., de prendre mon temps pour écrire, et ben juste, je rattrape rapidement, juste en relisant le diaporama de ce qu'il a skip, etc., et en enregistrant, en faisant des captures d'écran surtout,
des parties que vraiment j'ai pas le temps de faire. Et quand je reviens chez moi, je retraite le cours, quasiment entièrement, mais pas vraiment, pas à ce point-là non plus. Mais je retraite les parties que j'ai pas compris sur le coup et que je pense que je pourrais être en difficulté. Après, un autre problème, du coup, ça c'est plutôt pour la dysgraphie en soi et pour la partie en cours. À la maison, j'ai aussi beaucoup de mal à me mettre à travailler en soi-même. Ma stratégie pour ça, c'est de transférer ma motivation. J'essaye de prendre quelque chose, je sais pas, par exemple, ranger ma chambre, nettoyer, aller courir dans la rue, quelque chose comme ça. Et quand je reviens, je me sens productif, je suis dans l'état d'esprit. Parce qu'en gros, j'ai un peu deux états d'esprit. Je ne fais rien ou je fais quelque chose. Et le but, c'est de passer dans l'état d'esprit. Je fais quelque chose, je travaille maintenant. Donc je vais travailler, je vais courir, je vais ranger ma chambre, je vais faire la vaisselle ou je ne sais quoi. Et quand je reviens, je peux encore me dire non, faut pas que j'aie joué, faut pas que je lance je ne sais quelle partie d'un jeu bizarre. Il faut que je fasse d'abord mon travail, étape par étape, et après seulement, on revient au jeu. Autre chose qui est très intéressant pour apprendre les cours, c'est d'avoir une clarté sur ce que je vais faire. C'est-à-dire que si je me dis juste, je vais réviser mes cours, et que j'arrive devant mes cahiers, mes feuilles, etc., ok, quel cours, pourquoi, quand, où, qu'est-ce que je vais faire. Alors que si, souvent je passe du temps, surtout dans le tram ou dans le train, à me dire, ok, quand je rentre, je regarde mon emploi du temps, et j'ai ça qui est demain, je viens de faire ça, il y a ça que j'ai pas compris, donc dans l'état, je dois faire exactement récupérer le cours que je viens de passer, que j'ai pas compris. Ensuite, il faut que je commence à faire mon TD pour le lendemain, et pourquoi pas que je commence à lire et à préparer le TP après. Et je fais dans l'ordre exact, précisément, et si je bloque sur une tâche, c'est pas grave, je la mets en sursis, je fais la suite. Il faut rien qui m'arrête dans ma lancée. Et une fois que j'ai tout fini, je refais une relecture de tout ce que je viens de faire pour dire on est sûr qu'on n'a plus besoin d'y toucher. On n'a plus besoin d'y toucher. Et voilà. Et c'est à peu près ça ma routine pour réviser, travailler. On m'avait parlé il y a pas longtemps, enfin il y a pas longtemps, allez, quand même quelques années, de ça, de ce qu'on appelle un zèbre. Des enfants qui se fondent assez bien et qu'on se doute qu'il y a des problèmes, mais qu'on n'arrive pas vraiment à dire quoi. J'étais un peu un de ces zèbres, et comme j'ai passé beaucoup de temps à juste observer, entre parenthèses, le comportement humain, comme un chercheur observerait je ne sais quoi d'autre, et du coup, au final, je n'ai pas vraiment besoin d'expliquer aux gens que je suis TDAH ni rien. C'est un peu plus une question de... Ça se voit que je réfléchis différemment, que j'ai des idées qui sont différentes. Le plus souvent, même, c'est difficile que les gens acceptent ce que je dis. Souvent, ça m'arrive de juste dire quelque chose, juste pour faire réfléchir les gens et qu'ils devinent d'eux-mêmes ce que j'ai envie de dire pour de vrai. Je suis incapable d'être direct dans ce que je dis dans la vie de tous les jours, dans un travail de groupe, par exemple. Quand quelqu'un va me dire c'est ça, et je vais dire moi, je vois ça, qui dit que ça, c'est pas ça. Enfin, que ton argument n'est pas correct. Je fais juste je veux pas te mettre à dos, je donne pas mon avis, je dis juste que j'ai l'impression que ça te contredit. Et du coup, ça fait juste, au final, dans les ressentis, ça donne juste le fait que je suis un peu, on a l'impression que je suis un peu différent, dans le sens où ça se voit, que je réfléchis différemment, que j'agis différemment, que je parle différemment. Mais le tout dans le tout, c'est juste, les gens ont pas l'air de trop s'inquiéter sur est-ce que vraiment, ce qui est trouble d'attention. Jamais eu de problème de communication dans les travails de groupe, ni quoi que ce soit. C'est juste, j'y vais comme ça. Et puis, ça m'a forgé une bonne personnalité de, on y va, c'est pas grave. On réfléchit pas aux détails, on improvisera sur place ce qu'il faut improviser. Et puis, pas trop, on s'embête pas trop avec ça. Avec les enseignants, en vrai, on n'a pas vraiment d'interaction. On a beaucoup moins d'interaction. C'est-à-dire que les gens sont beaucoup plus distants, physiquement et mentalement, de leurs élèves. En général, je parle évidemment. C'est-à-dire qu'ils ne le prennent pas personnellement. Quand tu vois un élève qui ne travaille pas, ils savent maintenant que c'est juste lui qui a accepté, qui a décidé de ne pas travailler exactement, et que plus tard il rattrapera, ou que juste il a abandonné son année. Ils savent tout ça. Donc il y a beaucoup moins de pression de la part des enseignants. Moi, j'apprécie beaucoup. Parce que un problème aussi qui m'était posé un peu avant, enfin dans mes années antérieures, c'était que un professeur voyait que j'écrivais rien, que je prenais pas de notes sur son cours, que je travaillais pas beaucoup en classe, et du coup il en faisait une affaire personnelle de me remettre dans le système, etc.
Ils n'acceptent pas le fait que c'est possible que des gens travaillent différemment, qu'il y ait des gens qui soient incapables de travailler en classe, des gens qui font leur truc dans leur coin, qui ont besoin d'espace, de temps, de solitude pour travailler. Justement, Dieu merci, à la fac, c'est beaucoup plus libre. Par exemple, un bon exemple, j'ai un oral d'anglais, enfin non, c'est pas un oral, c'est un écrit d'anglais, donc un essai de plus de 1000 mots, je crois que c'était le truc, et j'ai rien fait. Enfin, la prof, on est censé faire au fur et à mesure, petit à petit, et en gros, sa devise, c'était « faites-le au fur et à mesure », parce que le jour venu, si vous avez 1000 mots à écrire en une soirée, vous n'y arriverez pas. Je n'ai rien fait jusqu'au jour venu, parce que si je fragmente mon travail, il devient incohérent. Je suis incapable d'arrêter une tâche et de la reprendre plus tard. Il faut que ce soit tout fait en même temps. Et là, c'était la date de rendu, on avait une première date de rendu qui était là pour aujourd'hui. Et ben je me suis arrêté mercredi. J'avais 2 heures de pause. Enfin, 2 heures de pause, non, 2 heures chez moi. Parce que même à la pause, j'ai beaucoup de mal à travailler, mais 2 heures chez moi, où j'avais vraiment genre 5 heures devant moi ininterrompues. J'ai pris 2 heures. Je me suis concentré à fond. Et j'ai fait le travail qui est censé être fait sur plusieurs semaines. Je l'ai fait en 2 heures. Et j'ai fait un bon travail quand même. Il est plutôt correct, etc. Apparemment, il n'y a aucun problème avec mon travail. J'avais déjà des idées. Pendant ces 2 semaines, on dirait que j'ai rien fait. C'est vrai, j'ai laissé aucune trace, j'ai aucun résultat pendant 2 semaines. Mais j'ai eu le temps de me concentrer, de préparer mes arguments, de inconsciemment intégrer le fait que je vais devoir écrire ce truc. Et quand le moment est venu, eh ben, il y a un déclic. Et c'est hyper facile. Je suis très passif. Je suis absolument passif. Mes parents peuvent le dire que je ne travaille jamais ou que je fais jamais rien en classe. Passivement, j'attends, je récupère les informations, je les processe lentement, je prends le temps. Quand je suis motivé d'un coup, donc quand il y a une date de rendu le lendemain souvent, et ben d'un coup mon cerveau il dit, ça y est, on a tout construit, c'est maintenant, c'est tout de suite, faut tout donner, allez, et voilà. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'aime bien le système de notation de la fac, parce qu'il y a un gros contrôle terminal du coup qui arrive à la fin. Et moi, ça me laisse tout le temps, pendant toute l'année, de bien prendre le temps, d'assimiler tout ce que je dois assimiler, de tout préparer, de tout mettre en place. Et quand c'est les dernières semaines, donc la dernière semaine, 2 dernières semaines de révision avant les épreuves, et ben je mets tout. D'ailleurs, les TD souvent me posent un peu problème, parce que je m'inquiète jamais du résultat, je m'inquiète pas de comment est-ce que je vais appliquer la formule. Je m'inquiète de qu'est-ce que c'est la formule, qu'est-ce qu'elle veut dire, quelles sont les idées derrière la tête, pourquoi est-ce qu'on l'apprend. Et quand le moment vient de juste y aller, et ben là, j'ouvre mon CM et je me dis, bon alors, je sais déjà tout ce que je dois faire, je connais déjà toutes les notions qui sont données, maintenant, il faut juste que je apprenne un peu mes définitions et que je regarde un peu, que je fasse vaguement les exercices qui sont demandés, et puis je suis prêt pour un contrôle terminal, quoi. C'est pas beaucoup plus dur que ça. J'habite chez mes parents. C'est mes parents qui ont fait les premières démarches pour que j'aide de l'aide, etc. Et encore aujourd'hui, c'est ma mère qui s'occupe majoritairement de beaucoup de choses. Parce que, en fait, j'arrive pas à me concentrer sur beaucoup de tâches d'affilée. Je suis incapable de faire plusieurs choses en même temps. Soit je fais tout en même temps, soit je fais qu'une seule chose. Il n'y a pas d'entre-deux. Je peux pas me dire, là, en arrivant ici ce matin, je me suis dit, bon, j'ai un oral à faire pour je ne sais quoi. C'est pour là dans quelques heures. Mais il faut aussi que je trouve le chemin pour venir jusqu'ici. J'aurais pu me dire, non, enfin je sais pas comment fonctionne une personne non neurodivergente, j'arrive pas à me mettre dans vos têtes, je suis désolé. Mais je me suis dit, mon esprit est resté fixé uniquement sur le fait que je devais arriver ici, quels sont les chemins à prendre, quel train, quel métro, etc. Je suis incapable de juste faire plusieurs choses. Si j'ai autre chose en tête, je ne pourrais pas travailler, je ne pourrais pas me concentrer. Donc tout ce qui est mission handicap, etc., c'est beaucoup ma mère qui s'en occupe. J'ai un tiers-temps, encore aujourd'hui, parce que pareil, ma concentration est très variable, parce qu'un endroit où il y a beaucoup de monde qui travaille en même temps, à tout hasard un grand amphithéâtre où on fait un contrôle terminal, ça fonctionne pas. J'ai beaucoup de mal à travailler avec beaucoup de monde autour. Donc il me faut plus de temps pour me concentrer, pour écrire, parce que mon écriture vitesse normale est illisible, donc il faut que je prenne au moins 3 fois plus de temps pour écrire. Le tiers-temps, c'est plutôt bien en soi, parce que moi j'ai mes propres façons de faire. J'ai trouvé mes propres réponses à tous les challenges qu'on m'a posés. Par exemple, le trouble d'attention. Je ne suis pas capable de me concentrer sur ma copie pendant tout le long de l'évaluation. Même je me concentre en réalité que quelques minutes pendant toute l'évaluation. Le reste du temps, je passe à me concentrer sur mon écriture, à me concentrer sur
est-ce que je suis en train d'écrire quelque chose de cohérent, à juste plutôt me contrôler moi-même, qu'est-ce que je fais, et même je me concentre plus sur le fait de rester concentré que sur le travail lui-même. Donc il me faut vraiment, le tiers-temps est nécessaire. Un moment de fierté ou d'accomplissement, j'en vois quelques-uns. Je pense beaucoup à juste toutes les personnes qui n'ont pas cru, tout simplement. Parce qu'il y en a, je les compterai pas. Voilà. Allez, un exemple en tête, un moment de fierté comme ça. Mon prof de maths, qui m'avait vu en train de lire pendant son cours. Parce que j'avais complètement check-out. C'était quelque chose que je connaissais déjà un peu, et puis que je savais que j'apprendrais pas plus dans ce cours-là, et que si je voulais apprendre plus et comprendre quelque chose, il fallait que je le reprenne chez moi, tout seul. Donc j'avais complètement check-out, j'avais sorti un livre de mon cartable, j'étais en train de lire sous mon bureau. Elle m'a vu, elle m'a dit « Non mais, qu'est-ce que c'est que ça c'est les enfants d'aujourd'hui, etc. » Bref, j'ai pas suivi, j'ai pas écouté honnêtement. Et elle m'a dit « Bah voilà, si t'as pas plus de, je sais plus, elle m'avait dit un truc genre un 18, au contrôle suivant, et bah je te mets une hard call. » Et moi j'étais vraiment absolument impassible, parce que bon, j'ai pas... réagir vraiment émotionnellement, ça a jamais été ma première fonction. Et du coup, les semaines passent, etc. Toujours aucun travail de ma part. Sur tout le chapitre, hein, vraiment. Juste là, pour le coup, c'était même plus une question de est-ce que je le sentais ou pas. C'est juste de la défiance totale. Devant toute la classe, elle m'a pris, elle m'a engueulé. Bah non, en fait, j'arrête. Non, je ne peux plus. Mon cerveau a juste dit bah non. C'est pas comme ça que je fonctionne. Le seul travail que j'ai fait, j'ai juste pris des exercices random sur mon livre, parce qu'on avait des livres d'exercices. Et puis j'ai pris un exercice type, un des plus difficiles du cahier. Je suis là, j'ai écrit tranquillement, j'ai fait ce que je savais faire, ce que je pensais savoir faire. J'ai regardé qu'est-ce qui me manquait pour que l'exercice soit parfait. Et puis j'ai travaillé ça exactement, et rien d'autre. Et pas ce que la prof mettait au tableau qu'elle pensait que tout le monde avait besoin et qu'apparemment j'avais besoin aussi. Et le jour de l'évaluation, j'ai eu un 20 sur 20. Madame, voilà, regardez-moi dans les yeux, on ne fonctionne pas pareil, vous et moi. Vous pensez me connaître, vous pensez qu'il faut que je travaille pendant votre cours pour ça, vous pensez tout ça. Je ne fonctionne pas comme ça, madame. Ne me poussez pas, s'il vous plaît. J'ai besoin de temps, j'ai besoin de mon espace, j'ai besoin de mes techniques, j'ai mon propre truc. Moi, mon cerveau il fonctionne de cette façon-là, exactement, je l'ai cerné. Maintenant, n'allez pas vous mettre en adversité contre moi. C'est pas comme ça que vous allez m'aider, quoi. Alors moi, aujourd'hui, je suis là pour partager donc mon expérience, mais surtout parce qu'on m'a dit que ce serait un podcast qui serait un peu diffusé, et que c'est quand même assez important que ce genre de choses soit bien diffusé, etc. Et donc, pourquoi pas, moi j'ai pas beaucoup l'habitude de venir poser mes affaires, etc. sur la table, mais je me dis s'il y a d'autres gens qui peuvent juste venir regarder et se dire « Ah oui, ça, j'avais un enfant aussi qu'on enfermait dans la récréation parce qu'il était violent, peut-être que ça fasse réagir des gens, que ça aide d'autres gens qui sont comme moi et qui sont dans les mêmes cas. » Je pense que c'est la bonne chose à faire. Derrière les troubles invisibles, il y a des parcours singuliers, faits de résilience, d'adaptation et de stratégie personnelle. Vous écoutez Podcast 10, la série qui éclaire les troubles 10 et l'ensemble des TND à l'université. Dans l'épisode suivant, retrouvez Claire Morelli, enseignante à Lyon 1, qui nous raconte comment et pourquoi elle modifie ses pratiques pédagogiques.